Patrick Yvon, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Merci à vous. Je commence par la question bête. Oui. Qui est Patrick Yvon? Bon, écoutez, qui est Patrick Yvon? On a tendance à définir une personne par sa fonction ou ses fonctions. Eh bien, dans ce sens, eh bien, je suis à ma 3e fonction. Après avoir été enseignant pendant une vingtaine d'années, eh bien, j'ai été journaliste pendant une vingtaine d'autres années. Et depuis le 1er février de cette année, j'ai entamé ma 3e carrière. J'appelle ça ma 3e carrière, n'est-ce pas? Mais je reste dans le giron de la presse et ainsi de suite. Civilement, je suis marié et heureux père de 2 grandes adultes aujourd'hui. Grand-père? Non, pas grand-père, mais j'ai 2 magnifiques filles qui sont adultes aujourd'hui. Parlez-moi un petit peu de votre carrière d'enseignant. Bon, écoutez, j'ai enseigné au Collège Iden pendant 20 ans, exactement. Et puis, suivant les prédictions du futurologue Alvin Toffler, qui avait prédit que les gens allaient avoir au XXIe siècle plusieurs carrières, eh bien, il se trouve que à ma 20e année, pour des raisons personnelles, professionnelles, je ne vais pas entrer dans les détails, j'avais décidé de faire autre chose. Et j'ai eu ma chance de trouver de l'emploi chez l'Express, où j'ai débuté ma carrière de journaliste pendant une dizaine d'années à peu près. Et puis, j'ai fait un court passage au matinal avant de faire les 12 ou 13 autres années chez le Mauricien, jusqu'en février dernier. Votre carrière de 20 ans se termine à la quarantaine? Dans la quarantaine, parce que généralement... oui, justement. Effectivement. J'ai fait le saut de l'enseignement au journalisme, justement, à la quarantaine, justement. Qu'est-ce qui vous a attiré pour rentrer après d'être professeur? C'est l'écriture? J'ai toujours été attiré par la littérature, l'écriture, la lecture, n'est-ce pas? J'ai toujours été curieux de nature, j'ai toujours été un lecteur assidu de tout ce qui me tombe sous la main, n'est-ce pas? Donc, et surtout, j'ai toujours été non seulement un lecteur assoiffé des journaux de tout temps, depuis que je me connais, mais en plus de ça, eh bien, j'ai toujours écrit. Hein, j'ai toujours écrit. Dans un premier temps, je me souviens, j'envoyais mes articles au Mauritius Times. J'avais un collègue enseignant au Senju Idou, n'est-ce pas, qui malheureusement n'est plus de ce monde depuis longtemps, mais il était un journaliste et un écrivain très connu. Et j'ai eu le bonheur, n'est-ce pas, de le connaître, et il a toujours vu que ce que je faisais était intéressant. Votre premier papier, c'était quoi? En tant que journaliste? Non, quand vous étiez peut-être écrit, pas encore journaliste, mais... Oh, j'écrivais surtout. Je me souviens, je suis quelqu'un qui a toujours été interpellé par les problèmes de société. Et je me souviens, j'ai toujours été un fumeur assidu, n'est-ce pas? Et j'ai toujours su que fumer était dangereux, n'est-ce pas? Donc je me souviens très bien, je crois que mon tout premier papier a été justement d'écrire sur les méfaits de la cigarette, parce que j'ai toujours dû, malheureusement en tant qu'enseignant, je crois que j'ai enseigné toute une génération d'élèves à fumer, parce que à cette époque-là, eh bien, on pouvait fumer partout. On fumait même dans les classes, je me souviens très bien. D'accord? Encore heureux que maintenant, eh bien, même en public, on n'a plus le droit. C'est une très, très, très bonne chose. Ok? Mais j'ai toujours voulu cesser de fumer. Et comme on le disait si bien les Anglais, there is nothing simpler than to quit smoking. I've done it many times. Donc, comment ça fait plus de presque 35 ans que j'ai cessé de fumer. Quand on me dit, mais quel miracle, quelle volonté, etc. Je me suis dit, écoutez, j'ai essayé la volonté, j'ai essayé tout ce que vous voulez, j'ai jamais réussi. Eh bien, je crois que c'est une grâce que j'ai eue de l'univers. N'est-ce pas? J'ai eu une grâce de l'univers. J'ai jamais voulu que mes enfants fument. Et je savais que si je ne voulais pas que mes enfants fument, il fallait que je donne l'exemple moi-même de ne pas fumer. Or, ma femme était enceinte de notre premier enfant, Muriel. Et justement, c'était très fort cette envie de cesser de fumer. Et j'avais commencé à développer malheureusement ce qu'on appelle la toux du fumeur.
Et là, lorsque je suis allé voir mon médecin de famille, n'est-ce pas, le docteur Raj Virasamy, et il m'a dit, écoute, bonhomme, je ne peux rien faire pour vous si vous n'arrêtez pas de fumer. Et je me suis dit, mais mon Dieu, how can a fully functioning human being like me not listen to the voice of reason? Hein? Et j'ai dit, comment est-ce que je peux faire ça? Et là, je me souviens, j'avais un paquet de cigarettes. Et là, comme si j'ai joué avec ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'ai renvoyé, je me suis dit, okay, au lieu de faire mon faiseur et dire que je vais arrêter, je vais pouvoir arrêter, etc., eh bien, j'ai rusé avec la cigarette, n'est-ce pas? Je me suis dit, ok, j'ai l'habitude de fumer, je vais attendre le déjeuner. Après le déjeuner, j'ai dit, écoute, j'ai attendu le déjeuner, je vais attendre le break après le déjeuner. Et puis je me suis dit, mais c'est déjà 3 heures, mais pourquoi est-ce que je n'attends pas à 6 heures avant le dîner? Et ainsi de suite. J'ai réussi un premier jour, je me suis dit, mais pourquoi pas encore une deuxième matinée, ainsi de suite. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas un jour? Une semaine, je me suis dit, pourquoi ne pas une semaine? Mais je savais que, parce que je l'avais fait plusieurs fois, que je risquais de succomber au troisième mois. Au 3e mois. Je ne sais pas pourquoi, parce que les fumeurs qui veulent arrêter, ou bien qui ont cessé de fumer, eh bien, ils ont cet orgueil de croire au 3e mois, qu'ils ont conquis cette habitude et que, bon, ils pouvaient simplement prendre une bouffée et qu'ils allaient pouvoir arrêter. C'est faux. Il suffit tout le temps de prendre une innocente bouffée et on retombe dans la marmite. Donc voilà un petit peu comment... Dans le paquet, vous dites. Voilà, dans le paquet. Voilà, j'ai rusé avec la cigarette et tout le temps j'ai dit, eh bien c'est un don que m'a fait l'univers de me permettre de cesser de fumer parce que c'était comme on dit, hein, quand tu demandes à l'univers quelque chose d'un cœur pur, l'univers te l'accorde. Non, l'univers conspire pour te le donner. Ouais. Mais généralement, un journaliste, quand il y a un manque d'inspiration, il va griller une cigarette devant la porte, mais Patrick Yvon, il a fait quoi? Il a bu du café, il a mangé du chewing-gum. J'ai cessé de fumer pendant que j'étais toujours enseignant, n'est-ce pas? Ça fait plus de 35 ans que j'ai cessé de fumer. J'étais toujours enseignant à cette époque-là, quand j'avais cessé de fumer. De sorte que quand je suis devenu journaliste, avoir un michiné... Ça ne s'applique pas aux journalistes, mais le prof. Voilà. Mais le prof, il n'était pas stressé, tout le monde est en train de fumer à côté de lui, dans la salle, les enfants, les élèves, cette odeur de fumée-là crée le manque. Non, mais tout simplement, je me retirais dans un coin, hein, parce qu'effectivement, c'était dur. Hein? Pour rien cacher, je me souviens, le coltar, hein, le bitume, je ne sais plus comment on appelle ça, qui était à l'intérieur, eh bien, dites-vous bien, 2 ans après avoir cessé de fumer, le matin, en me raclant la gorge, je rendais toujours un truc noir. Donc, je dis ça non pas pour que les gens aient mal au cœur, je dis ça pour qu'ils comprennent quel mal vraiment ils sont en train de se faire en fumant. C'est horrible ça. Hein? Moi je crois que c'est une conspiration contre les humains, cette histoire de cigarettes-là. Mais on sait très bien que fumer, ça évoque la paix. Chez les Indiens nord-américains, on fume le calumet de la paix et c'est pas du tabac. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, je crois qu'entre nous soit dit, la paix c'est autre chose que cette histoire de fumer ou de... Hein? Non, je ne crois pas que vraiment ça a un trait avec la paix, des choses comme ça, ou bien être calme, comme les gens disent. Non, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais... Donc, vous quittez le secteur éducatif. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le journalisme, dans la presse écrite? D'abord, je crois que les gens aiment écrire. Enfin, quelqu'un qui aime écrire, etc. Hein, donc, c'est ça qui m'a attiré. C'est-à-dire que j'aime écrire, j'ai toujours écrit. D'ailleurs, je continue à écrire. Au contraire, la fois dernière, quelqu'un me disait, mais pourquoi est-ce que tu ne publies pas? Je ne sais pas pourquoi, peut-être par timidité ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai toujours aimé écrire, donc voilà. Hein, et puis, définitivement, j'en avais assez d'être enseignant. Je voulais faire autre chose. Ça, c'est sûr. Je crois que c'est beaucoup plus ça
que mon amour pour l'écriture, pour la littérature, ou bien pour les livres, etc. Mais il y avait un domaine particulier. Chez nous, les journalistes, on dit dans quel secteur que tu es. Est-ce que Patrick Yvon avait un secteur préféré? Oui, instinctivement, je me suis tourné vers l'environnement. Hein? J'ai eu le bonheur, moi, de déflorer certains sujets à l'époque. En premier, je me souviens très bien que peut-être j'ai été un des premiers à l'époque à avoir écrit sur la journée des zones humides, le 2 février, justement. L'importance des zones humides, n'est-ce pas? Le Ramsar, comme on appelle. Voilà, la convention de Ramsar, etc. Mais surtout dans un contexte mauricien où justement j'avais écrit sur le ruisseau Terre Rouge, hein, le sanctuaire d'oiseaux du ruisseau Terre Rouge, hein, à l'entrée de Port-Louis, n'est-ce pas? Donc c'est une zone humide, justement, et puis l'importance des zones humides en général. Et puis j'ai écrit sur d'autres sujets touchant l'environnement, la gestion des déchets, n'est-ce pas? Comme vous le savez, eh bien, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de gestion de déchets, c'est un échec à Maurice. Et un jour, on pourra rentrer dans les détails, pourquoi j'estime que c'est un échec, etc. Mais le monde sait que c'est un échec. Hein. C'est pas normal que vous ayez à prendre vos bouteilles de plastique et aller dans un centre commercial pour vous en débarrasser, alors que les municipalités ne sont pas capables de vous donner le tri des déchets. Quand vous avez parlé aux responsables, aux ministres, du système du tri des déchets, ils étaient pour. Mais pourquoi ils n'ont pas fait le pas, le fameux pas d'imposer 3 poubelles dans chaque famille? Je pense qu'il y a eu une expérience dans le sud. Voilà. Il y a même différentes municipalités. Il y a la municipalité de Cœur-Pipe qui a essayé cela en centre-ville, etc. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Hein, je vais vous dire la vérité. Mon expérience de journaliste m'a permis de comprendre qu'il y a énormément de problèmes à Maurice qui ne trouve pas de solution, du moins entre guillemets qui ne trouve pas de solution, parce qu'il y a trop d'intérêts privés, vested interests. Ok, trop de gens, du politique, des politiciens aux fonctionnaires, n'est-ce pas, font passer leur intérêt privé devant l'intérêt général de la population. Okay? C'est ce qui retarde la modernisation de beaucoup de secteurs, c'est ce qui retarde la mise en œuvre de beaucoup de solutions, etc. etc. D'accord? On le voit partout. Par exemple, depuis le temps qu'on parle de l'érosion, le problème d'érosion par exemple. D'accord? Depuis le temps qu'on parle de problème d'érosion, vous allez voir que jusqu'ici, on n'a présenté que des solutions palliatives. On a fait des gabions, etc. Alors qu'on sait que ce n'est pas efficace. D'accord? Et moi, je me souviens à chaque fois, parfois, je plaidais auprès des ministres, etc. D'autres solutions. Donc, je ne vais pas entrer en détail, etc. Ces ministres vont se reconnaître, ou bien ils ont déjà oublié les solutions que je leur avais proposées, n'est-ce pas? Mes recherches m'ont permis de voir que peut-être avec la même somme qu'ils sont en train de dépenser pour les différentes choses, etc., eh bien, ils auraient pu trouver d'autres solutions alternatives. Hein. Il y a par exemple un projet qui vraiment vaut le coup d'essayer à Maurice, mais que jamais, c'est tout le temps tombé dans des oreilles sourdes, par exemple, qui s'appelle Écoplage. D'accord? C'est une solution qui permet de régénérer les plages. Donc, c'est pas que vous empêchez l'érosion, c'est mieux que ça. C'est-à-dire, tout en empêchant l'érosion, on régénère les plages, n'est-ce pas? Et il suffit d'aller sur Internet, de voir ce qu'on peut faire avec Écoplage, n'est-ce pas? Le procédé Écoplage. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que les personnes qui sont supposées conseiller le gouvernement en matière d'environnement et d'érosion, eh bien non jamais. Alors que j'en ai parlé à plusieurs ministres, n'est-ce pas? J'en ai parlé à mes... L'ironie veut que quand les gens de Écoplage étaient venus à Maurice, eh bien comme par magie, eh bien
le ministre n'était pas là, le ministre n'était pas invité, les hauts fonctionnaires n'étaient pas là, etc. Eh bien, ils sont venus présenter leurs produits, etc., dans le vide, comme ça. C'était un petit peu dommage, n'est-ce pas? Donc, moi, je crois que c'est ça le problème. C'est-à-dire que trop de personnes, malheureusement, trop de Mauriciens font passer... Trop de Mauriciens en mesure de prendre des décisions à Maurice font passer leur intérêt économique, personnel, je ne sais pas moi, avant le bien commun. Donc le lobbying est fort? Oui, enfin, si vous ne pouvez pas parler de lobbying, d'accord, mais au fond, principalement, c'est l'intérêt financier. Hein, disons, appelons les choses par leur nom. Mais heureusement que petit à petit, n'est-ce pas, nous avons des institutions qui sont en train très graduellement de mettre de l'ordre dessus. Et vous allez dire ce que vous voulez. Nous avons les CAC et nous avons déjà vu maintenant qu'il y a eu des hauts gradés, par exemple, de la force policière qui sont allés en prison grâce à l'ICAC. Vous allez dire ce que vous voulez. Eh bien, on voit cela. Il y a des gens des hauts fonctionnaires qui ont été sanctionnés par l'ICAC. Il y a l'Equal Opportunities Commission. Il y a le Competition Commission. Hein, donc, eh bien, petit à petit, que vous ne vouliez ou pas, vous allez voir que ces institutions vont petit à petit, eh bien, un jour, ils seront, je suis persuadé, qu'ils seront dirigés par des gens qui auront à cœur le bien commun et les choses vont s'arranger. D'accord? Mais malheureusement, avant d'arriver là, il faut parfois toucher le fond avant de pouvoir rebondir. C'est comme ça. Vous suivez le dossier des plages? Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Chez moi, c'est dans l'actualité, là, c'est... Ouais. J'ai tout le temps suivi le dossier des plages, etc. La lutte de AKNL, etc. Écoutez, ce qu'ils sont en train de dire, c'est logique. Ouais, c'est logique, voyez. C'est logique. Ouais. Mais malheureusement, vous savez, il y a d'un côté les profits à court terme de ces promoteurs, entre guillemets, c'est à se demander ce qu'ils sont en train de promouvoir, contre l'intérêt général des Mauriciens à long terme. Donc, écoutez, si n'importe quelle personne sensée, raisonnable, si vous lui demandez d'un côté de balancer, de mettre dans la balance l'intérêt personnel, privé d'un petit groupe à court terme et l'intérêt de la population mauricienne à long terme, eh bien, écoutez, il n'y a pas à choisir. C'est un dossier que vous aimez. Est-ce que c'est facile de l'écrire, d'écrire, disons, un papier? Quand vous avez le sentiment, sur le plan personnel, vous avez le journalistique qui raconte l'événement, vous avez, mais quand vous êtes impliqué dedans, est-ce que c'est plus facile d'écrire ou bien il faut choisir ces mots avec parcimonie? Non, écoutez. Un journaliste, par définition, c'est un défenseur de l'environnement, un défenseur des injustices, un défenseur des opprimés, un défenseur, il va militer contre la misère, n'est-ce pas? Par définition, on ne peut pas prétendre apporter un éclairage vers les gens et puis prendre le parti de ce qui est contre la majorité de ces gens. Et généralement, ce qui est contre la majorité des gens, c'est simple. D'un côté, vous allez voir le bien commun, et de l'autre côté, vous allez voir l'intérêt privé d'un petit groupe. Il n'y a pas à en dire. Il n'y a pas à en dire. Regardez, vous allez dire ce que vous voulez. Vous regardez par exemple le problème des plages. Nous tous, nous savons que petit à petit, les plages qui restent accessibles aux Mauriciens s'amenuisent comme une peau de chagrin. On le sait. Et on sait aussi que vous allez dire ce que vous voulez quand un hôtel ou bien un groupe hôtelier s'installe sur une plage, eh bien, vous allez voir que le Mauricien n'y a plus accès. Vous allez dire ce que vous voulez. Les Mauriciens vivent cela dans leur chair tous les jours.
D'accord? Vous allez interroger le dimanche les gens, vous allez dire, écoutez, voilà, il y a un hôtel là, est-ce que vous pouvez aller? Ils vont vous dire, écoutez, malheureusement, c'est pas comme ça. On ne peut pas y aller. Hein? Donc, et puis, vous savez, je parlais du bien commun. Est-ce que c'est, par exemple, parlons du littoral. Parlons du littoral, ce qui s'est passé historiquement à Maurice. Nous tous, nous savons que Maurice, il y a ce qu'on appelle la route côtière autour de Maurice. Eh bien, vous allez voir que malheureusement, eh bien, les gens, certaines personnes privées, se sont accaparées. Et bien souvent, ce n'est pas par des moyens comme il faut, se sont accaparés. Eh bien, on parle de pas géométriques, mais ils ont carrément des campements pieds dans l'eau, des choses comme ça. Mais dans un petit pays comme Maurice, c'est pas normal. C'est pas normal. À Maurice, on aurait dû, partout où nous allons, d'un côté voir la mer, et les campements privés à gauche. Donc d'un côté la mer et de côté le campement. Mais historiquement, pendant des années, eh bien, ceux qui ont les moyens, eh bien, se sont accaparés non seulement des pas géométriques, mais carrément des terres qui auraient dû ne pas avoir été touchées. Maintenant, si nous avions vraiment un gouvernement, quel qu'il soit, qui avait à cœur vraiment l'intérêt commun, eh bien, graduellement, ce qu'on aurait dû faire, et ce qu'on aurait dû avoir commencé à faire, au lieu comme à Troubiche, détourner une route côtière pour donner davantage d'accès à la plage à un petit groupe privé, eh bien c'est exactement le contraire qu'on aurait dû avoir fait. C'est-à-dire petit à petit, retirer, indemniser s'il le faut, ces gens, hein, partout à Maurice, petit à petit, où ils ont pied dans l'eau, n'est-ce pas? Détruire, je dis bien détruire ces constructions, parce que généralement c'est une centaine de mètres, ça pas plus. Détruire ces constructions afin de donner accès à la plage à tout le monde. Même les hôtels. Mais les hôtels auraient dû se trouver de l'autre côté de la rue. Mais c'est exactement le contraire qu'on voit un petit peu à tout. Quand vous avez évoqué ce cas qui a été vraiment un argument électoral. Quel cas? Le cas de la route de Choisy qui a été, bon, avant, l'ancien ministre du Logement et a dit, bon, on va retourner la route. Voilà, du jour, c'est encore la même chose. Quelle est votre réflexion un peu sur... Écoutez, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein? Donc, dans la balance, il faut tout le temps, on met deux choses. Le bien commun et l'intérêt d'un petit groupe privé. Alors maintenant, je vous pose la question. L'Alliance à l'époque, le gouvernement avait promis qu'ils allaient rouvrir cet accès, ouvrir cette route. Eh bien, quand vous voyez que cette route, presque 3 ans après, est toujours là, et que vous savez qu'il n'y a que deux principes, soit l'intérêt d'un petit groupe ou le bien commun des Mauriciens. Vous savez exactement de quel côté les gens qui avaient fait cette promesse-là ont décidé de faire peser la balance, n'est-ce pas? Parce que s'ils avaient décidé de faire la balance peser dans le sens du bien commun, eh bien ça fait belle lurette que cette route aurait été réouverte. Vous défendez aussi la veuve et l'orphelin? Écoutez, quand vous avez pour mission, en tant que journaliste, de faire la lumière là où il fait noir, de permettre aux gens de comprendre les enjeux de la complexité de notre vie d'aujourd'hui. Moi, je crois que cela dépasse justement la veuve ou l'orphelin, etc. Je vous donne un exemple simple. Personne n'explique. Regardez par exemple l'injustice de notre structure salariale à Maurice. C'est incroyable, n'est-ce pas? Dans tous les papiers que j'ai écrits, je me suis arrangé pour le faire comprendre. Voilà un pays où nous avons d'un côté le secteur public et le secteur privé. Dans le secteur public, ça veut dire les fonctionnaires, nous avons 80 000 fonctionnaires. De l'autre côté, nous avons 550 000 environ des gens du secteur privé, des travailleurs du secteur privé. Ok? Donc,
à partir de là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons 80 000 fonctionnaires, tous les 5 ans, leurs salaires et conditions de travail sont révisés à la hausse, s'améliorent avec des privilèges comme voyage outre-mer, duty free cars, etc. Je suis très content pour eux. C'est très bien. OK? Mais de l'autre côté, qu'est-ce que nous voyons? L'illustration de cette injustice a été faite l'année dernière avec le cas de ces femmes cleaners. Vous imaginez des gens qui travaillaient, qui touchaient 1500 roupies par mois. D'accord? Comment en est-on arrivé là? C'est simple. Parce que alors que les 80 000 fonctionnaires sont régis par le PRB, Pay Research Bureau, et encore heureux, remarquez que le Pay Research Bureau lui-même, c'est une institution quasi gouvernementale. C'est comme si ce sont des fonctionnaires même qui sont en train de se donner des fonctionnaires. Et ça, c'est terrible, ça, quand vous voyez que le PRB même, qui vient augmenter le salaire des ministres, les privilèges des ministres, etc., et les ministres, même l'opposition, qui reste tranquille à ce moment-là. Ouais, ils s'en frottent les mains, tranquille. D'accord? Mais de l'autre côté, que voyons-nous? Nous voyons 550 000, soit ils ne sont régis par, ils sont gouvernés par aucune loi, ou bien par ce qu'on appelle les remuneration orders. OK? Mais le AO, c'est quoi? Le AO, c'est tout simplement un minimum qu'on dit, qu'on donne à ce travailleur. Pourquoi? On vous dit, mais parce qu'il y a le collective bargaining. Cela veut dire on peut discuter avec le patronat à travers un syndicat. Parce que pour avoir le collective bargaining, il faut qu'il y ait un syndicat. D'accord? Oh, nous connaissons la réalité de Maurice, comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, donc, dans la grosse majorité des cas, eh bien, les patrons, ils respectent la loi. Donc, ils donnent ce minimum. Un point, c'est tout. Et dès que les travailleurs s'organisent pour réclamer davantage, parce que dans la réalité, ils souffrent de la hausse du coût de la vie. Ils souffrent dans leur chair de tous les jours, dans leur famille. Ils voient comment est-ce que leur salaire n'est pas suffisant pour joindre les deux bouts, etc. Voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Que ce soit dans l'industrie sucrière, que ce soit dans l'industrie tout court, ou bien tout simplement, regardez, dans l'hôtellerie, vous voyez. Donc, vous allez voir que pour que les gens puissent avoir un revenu, des revenus décents par famille, papa, maman, ou bien grand frère, grand soeur, etc., ils doivent travailler comme des fous, faire des heures supplémentaires démentes pour pouvoir joindre les deux bouts. Vous voyez? Et vous allez voir, c'est comme si ceux qui nous gouvernent, en général, quand je vous dis ceux qui nous gouvernent, les différents gouvernements successifs qui sont venus, ne se sont jamais préoccupés de cette structure salariale si injuste. Qui c'est qui a décidé qu'un docteur, qu'un médecin doit toucher 10 000 fois plus qu'un simple laboureur, alors qu'il mange presque les mêmes choses? Vous voyez? Donc, on peut rétablir, Maurice étant une petite superficie, une petite communauté, eh bien, on peut, pour peu qu'on ait l'amour pour le prochain, pour peu qu'on ait à cœur le bien commun, on peut, eh bien, rétablir justement, faire effacer ces inégalités salariales, ces inégalités sociales qui existent. On peut le faire. Mais est-ce que le salaire minimal vient répondre à ça? C'est un pas. C'est un pas. Mais c'est comme si, comment vous expliquer? On vous donne quelque chose pour que vous n'alliez pas au-delà de cela. Voyez? C'est très bien, c'est un pas. Mais ce qu'il faut, ce serait justement de, par exemple, introduire les salaires minimums, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, on ne réviserait pas tous les 3 ans les AO? Pourquoi? Parce que si on révise
les AO tous les 3 ans obligatoirement. Et si on impose des AO dans des secteurs qui jusqu'ici n'ont pas de AO, hein, comme les BPO, comme justement, il y a tant d'autres où il n'y a pas le seafood hub sector, etc. D'accord? Si on impose des AO et qu'on est obligé de réviser tous les 3 ans, tous les 5 ans ces AO-là, automatiquement, surtout si la commission, veut dire le National Remuneration Board, fait bien son travail, prend l'ensemble de ce qui se passe dans le pays, eh bien, il y aura une amélioration des conditions de travail dans le secteur privé. Or, que voyons-nous dans la réalité? Dans la réalité, après 25 ans de travail dans certains hôtels, nous voyons des gens qui continuent à toucher 10 000 roupies, et pour qu'ils puissent ramener 10, 20 000 roupies chez eux, ils doivent travailler des heures supplémentaires comme des dingues, alors que le même hôtel peut se payer le luxe de s'effacer et de se refaire, ils appellent ça la rénovation, qui coûte des milliards de roupies. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a de quoi écrire alors? Non, mais tout ça on a écrit, tout ça on a écrit. Les syndicalistes ont passé leur temps à y aller dessus, d'accord? Mais malheureusement, tout cela présuppose une disposition du cœur. Hein, on parle de l'économie. On parle de l'économie, on parle de rentabilité, on parle de ça. Mais en fin de compte, l'injustice, l'inégalité salariale, l'inégalité sociale ne se combattent non pas simplement par des revendications salariales, mais par une transformation du cœur de tout le monde. D'accord? Ce qui veut dire regarder l'autre comme un humain. Le jour où le directeur, un directeur, le jour où un responsable va regarder l'autre comme un humain, il va se passer des miracles. Et lui apporter un soulagement financier serait quelque chose de si banal à ce moment-là. On n'a pas besoin de faire des révolutions, on n'a pas besoin de... Peut-être que je suis un idéaliste, d'accord? Mais je crois que tout passe par regarder l'autre comme un humain, un point c'est tout. Donc je crois que c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, alors que à l'école, il y a une éducation à la division, il y a une éducation à la haine, il y a une éducation à la discrimination. Il y a ça dans nos écoles, hein, à travers ce qu'on appelle le implicit learning, c'est-à-dire le professeur, l'ambiance de l'école qui véhicule ces non-valeurs. Alors qu'il y a ça, eh bien très rare nous avons des enseignants, n'est-ce pas, qui éduquent à l'amour. Et c'est ça que nous oublions. Nous oublions que, au fond, l'éducation, c'est avant tout l'éducation à l'amour. Donc, aussi vrai qu'on apprend à nos enfants de faire de la discrimination, de haïr les pauvres, de haïr les gens de telle couleur, telle race, telle ici, telle là-bas, on leur inculque des non-valeurs, et bien de la même façon, on aurait pu faire le contraire. C'est-à-dire d'une façon très méthodique, eh bien, leur apprendre à aimer. Il y a une pédagogie de l'amour. Ça existe, n'est-ce pas? Ça existe. Énormément de gens sont formés à cela. Et une des composantes essentielles de la formation des enseignants aurait dû être justement cette composante de la pédagogie de l'amour. Ça existe. Vous mélangez très bien les thèmes particulièrement. J'ai posé une question sur salaire minimum, je suis rentré dans l'éducation, la formation. L'amour, c'est un peu votre style, ça? Oui, vous brassez beaucoup. Simple, parce qu'il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une vérité. C'est parce qu'il n'y a qu'une vérité. On ne peut pas avoir des parcelles de vérité. Ce qui veut dire que quand vous parlez un langage vrai, vous touchez transversalement dans tous les domaines. Parce qu'il n'y a qu'une vérité. Voilà pourquoi, très souvent, énormément de ce qu'on appelle aujourd'hui des leaders sont pris à faux. Parce qu'ils oublient qu'il y a une seule vérité. Vous ne pouvez pas prétendre être un syndicaliste, défendre les travailleurs, et vous oubliez aussi qu'il y a l'autre aspect qui est justement la génération de biens pour qu'on puisse partager cette richesse. Avant qu'une richesse soit partagée équitablement, il faut le produire. Il faut la produire.
n'est-ce pas? Ben, tout ça, comment la produire ensemble, etc. Bon, ce n'est qu'une vérité. D'accord? Donc, c'est pas que je mélange des choses, c'est que tout procède à partir d'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et tôt ou tard, ce qui n'est pas vrai, eh bien, s'écroule. Vous détectez du premier coup que bon, la personne, votre interlocuteur ne parle pas vrai, tandis que Maurice, nous sommes dans un style à l'officiel. Dès que le ministre a parlé, on a l'impression que c'est la voix du ciel. Écoutez. Malheureusement, tout à l'heure, je parlais de l'éducation à l'amour, d'accord? Mais l'éducation à l'amour implique aussi l'éducation, justement, qui éveille. L'amour éveille. Vous allez vers les autres. Vous partagez ce que vous savez, etc. Et vous allez voir qu'à Maurice, malheureusement, il y a 2 réformes qu'on arrive difficilement à faire parce que justement, comme si ces forces obscurantistes ont intérêt à ce qu'il n'arrive pas. Vous avez la réforme de l'éducation. Vous allez voir que on a tout essayé jusqu'ici. Et tout ce qu'on veut faire, c'est comme si ça bute contre une certaine incompréhension, etc. Dans la réforme de l'éducation. Pourquoi? Parce que personne, du moins ceux qui essayent de faire une réforme, ils n'impliquent pas tout le monde. Par exemple, le 9-year schooling, etc. Excusez-moi, je ne crois pas vraiment qu'on ait pris en considération ce que les parents pensaient vraiment. Je ne crois pas vraiment qu'on ait pris en considération ce que les enseignants pensaient, les syndicats pensaient, et même les responsables des collèges, etc. Voilà pourquoi on bute sur tant de difficultés à mettre en pratique quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'orgueil, manque d'amour, qui bute contre ce bien commun. D'accord? Alors que, vous savez, je suis peiné de voir que on n'invente jamais rien, on n'invente jamais la roue. Hein? En Finlande, vous regardez le système d'éducation. Mais moi, je vous invite les gens à aller sur Internet, aller voir ce qui se fait là-bas. Eh bien, si vous voulez une réforme de l'éducation, on n'a pas à avoir de grands experts sur autant je ne sais pas quoi, etc. Nous avons assez de pédagogues, etc., qui peuvent le faire à Maurice. Mais regardez ce qui se passe là. Là-bas, c'est la plus grande démocratie et c'est la meilleure éducation. Même les Américains ont reconnu que on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Mais écoutez, simple. Allez où ça a été excellent et copier. On va retourner un peu à notre domaine, votre ancien domaine, moi mon domaine, le journalisme. Est-ce que le métier a changé pendant 20 ans? Bien sûr. Dans quelle forme? Bien sûr. Écoutez, avec l'avènement de l'Internet, l'informatique, etc., qui sont des outils, c'est sûr que la façon dont les gens s'informent a changé radicalement. D'accord? Auparavant, il y avait justement les journaux, presque uniquement. Et puis il y a eu la radio, et puis il y a eu la télévision. Et puis de plus en plus, moi j'aime bien quand dans certains cours de journalisme, on vous explique comment, quand Kennedy avait été assassiné, n'est-ce pas? Ou bien quand la bombe atomique avait éclaté sur Hiroshima, combien de temps ça avait pris pour que cette nouvelle-là fasse le tour du monde, comparé aux tueries. Voilà, aux tueries qu'il y a aux États-Unis. La famille royale. Ben, vous avez ça en instantané. Hein, bon. Qu'est-ce que cela signifie pour le journaliste? Là, je suis d'accord que, eh bien, on aura toujours besoin d'un journaliste. Ce qui a changé, c'est pas, il n'est plus comme un véhicule de connaissances, d'informations. Non. Il est plutôt quelqu'un qui va donner du sens à l'information. De par son métier, il va hiérarchiser l'information. D'abord, il va vérifier l'information, chose que nous n'avons pas à travers Internet.
Voilà pour le débat sur ces fake news dont on parle tant, etc., etc. Ce qui veut dire que aujourd'hui, le rôle du journaliste est d'autant plus important qu'il est comme un phare qui va éclairer la conscience de ses lecteurs, n'est-ce pas, dans cette forêt, dans cette fouille d'informations disparates. C'est lui qui va donner un sens, etc. Et vous n'allez jamais imaginer l'importance de cet éclairage dans les démocraties modernes. Vous n'allez jamais imaginer l'importance. Imaginez que dans la démocratie indirecte moderne, les gens choisissent leurs dirigeants. Mais pour bien choisir leurs dirigeants, ils ont besoin de savoir ce que pensent ces dirigeants, ce que proposent ces dirigeants, la façon d'agir de leurs dirigeants dans le privé, parce que bien souvent on dit A et on fait B. Voilà, ainsi de suite. Et ils ne pourront prendre une décision éclairée que si on leur explique les enjeux de ce qui se passe. Comme disait John Locke, the price of democracy is eternal vigilance. C'est d'être vigilant tout le temps. C'est le rôle du journaliste ou c'est le rôle de l'électeur? Voilà. Eh bien, cette vigilance, eh bien, c'est le journaliste qui apporte cette vigilance, qui est le phare, qui donne ça au lecteur. Mais quand le journaliste rentre dans le jeu maintenant, quel jeu? Vous avez parlé de fake news, on a parlé un peu de fake news, c'est un phénomène, je pense à quelques partis politiques à Maurice qui sont rentrés dedans. Ça commence à devenir un jeu pour débalancer un peu les élections. Mais quand un journaliste lui-même rentre dedans, il se fait intoxiquer. Vraiment, nous avons tourné autour des politiques. On sait très bien que s'il faut avoir une information, il faut, mais parfois on est intoxiqué. Il n'y a aucun moyen de vérifier. Si. N'oubliez pas. Alors vous avez plus haut que lui. Non. Mais le phénomène de fake news, parfois les journalistes sont dedans. Écoutez, avant et avant tout, si nous avons choisi de faire ce métier, je crois qu'il nous faut savoir pourquoi nous le faisons. Et vous, pourquoi vous le faites? Comme je dis, si nous le faisons, c'est pour éclairer les autres. Si nous le faisons, c'est pour le bien commun. Ok? Écoutez, si la première chose, c'est votre conscience. Avant votre conscience professionnelle, c'est votre conscience personnelle. D'accord? Très bien. Vous savez très bien que avant de diffuser une nouvelle, eh bien, vous devez vous assurer que la nouvelle soit fondée. Donc, il vous incombe en tant que journaliste de... Voilà pourquoi je crois que qu'il soit journaliste ou bien qu'il soit simple lecteur, on doit toujours prendre avec des pincettes des informations dont on ne peut pas citer les sources. Tout le temps. Le journaliste peut ne pas lui divulguer sa source. Mais la façon dont il va écrire ce qu'il a à écrire, la façon dont il va interviewer les acteurs, va vous permettre qu'il est sourcé. Il y a une source. C'est fondé sur quelque chose. La réaction des gens impliqués va vous permettre que c'est fondé. Donc, il y a une source. OK? Donc, un journaliste qui ne ferait pas ça, ben, il n'est pas un journaliste, non pas c'est tout. Il est comme le gars au coin de la rue qui est en train d'échanger des palabres avec quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais il y a le phénomène Facebook, il y a le phénomène Facebook Live. Cela ne change en rien le rôle du journaliste.
Un journaliste peut très bien avoir une piste, je dis bien une piste, à travers Facebook. D'ailleurs, nous sommes beaucoup dans le métier à avoir eu des pistes comme ça à travers l'électronique, à travers l'Internet, à travers beaucoup de choses. Mais cela ne nous dispense pas de suivre cette piste, de trouver une source et de soutenir ce que nous avançons. D'authentifier ce que nous avançons. Je dis bien d'authentifier, non pas soutenir ce que nous avançons. Cela ne vous dispense pas de ça. Sinon, nous devenons, et là, on n'aura aucune crédibilité, nous devenons comme tous ces amateurs de Facebook qui s'échangent, je dirais moi, des palabres, tout simplement. On s'échange des palabres. Vous êtes sur Facebook? Oui, je suis sur Facebook, mais je n'interviens pas. Vous surveillez les palabres? Vous surveillez les palabres? Et je suis comme tout le monde, oui, je suis, et parfois je m'interroge justement, parce qu'il y a beaucoup de manipulation aussi. Hein. Je m'interroge beaucoup, mais vous allez voir que je suis sur Facebook, mais je n'interviens pas sur Facebook. Pourquoi? Mais c'est simple. Comme déontologie, parce que vous êtes journaliste, parce qu'on va dire, bon, c'est... Simple, parce que j'ai toujours détesté les palabres, aussi simple que ça. Mais c'est ça qui fait le bonheur du journaliste. C'est à partir d'une palabre qu'on peut avoir une belle histoire. Non, non. Une bonne histoire, d'un scoop. Non. Je crois que la mission du journaliste est beaucoup plus noble que ça. Hein? Je crois que de par sa personnalité, de par sa personne, de par son intervention, de par son travail, il a le devoir d'élever les consciences et les connaissances. C'est son rôle, ça. Élever les consciences et les connaissances. D'accord? Moi, j'ai toujours pensé, et d'ailleurs je l'ai dit plusieurs fois, même à mes divers rédacteurs en chef, je veux que quand quelqu'un me lit, après avoir lu ce que j'ai écrit, il se sent plus intelligent. Voilà pourquoi moi, souvent j'ai été blessé que quand j'éclairais un article par un autre texte, eh bien il y avait un malin trouvait plus commode de jeter le hors-texte. Or, dans bien des cas, le hors-texte est beaucoup plus important que le texte, parce qu'au fond, le texte n'est qu'une illustration de l'hors-texte, eh bien, qui permettait à la personne de comprendre quelque chose à un niveau beaucoup plus haut. Bon, c'est une technique journalistique, ça. Ben, je suppose que tous les journalistes travaillent comme ça, aussi simple que ça, n'est-ce pas? Oui, j'ai été formé. Prenons un truc simple, un fait divers. Regardez par exemple dans le journal d'aujourd'hui, ces jours-ci, là, on parle d'un cas de violence domestique, etc. Ce que le journaliste oublie, c'est que c'est très bien, justement, de faire des faits divers. Mais quel est le but? Est-ce simplement transférer, échanger des palabres, comme je vous ai dit tout à l'heure? C'est facile, ça, de dire un tel a poignardé un tel a fait ça, un tel a fait ça. C'est très bien. C'est tout. Non. C'est l'occasion de prendre ce fait de société et le mettre dans un contexte. Jusqu'ici, malheureusement, je ne crois pas avoir vu beaucoup d'articles qui parlaient sur les raisons profondes de la violence domestique. Regardons l'autre, par exemple, les accidents de la route. C'est bien d'écrire que nous sommes arrivés à une 60aine de cas depuis l'année. Et puis quoi? Et puis on dit, ouais, c'est à cause de l'alcool, à cause de la vitesse, etc. Mais comme par hasard, vous allez voir que dans presque tous ces cas-là, eh bien, l'alcotest a été négatif. Donc, il reste l'hypothèse de la vitesse, etc. Mais il y a des non-dits. Et alors qu'il y a, par exemple, des sites Internet spécialisés dans le traumatisme des accidents, qui sont soutenus par des universitaires, qui sont soutenus par des études sérieuses sur les accidents de la route. En France, en Angleterre, il y a ces sites-là qui expliquent tout cela et qui jettent un éclairage sur ce qui se passe. Ici à Maurice, comme s'il y a un tabou. J'ai jamais vu un article qui dit qu'il y a
énormément d'accidents à Maurice parce que la police fait mal son travail. Aussi simple que ça. J'ai jamais vu. C'est tabou de dire que on n'applique pas les lois. Alors que vous allez voir, et vous êtes sur la route comme moi tous les jours, il y a des infractions parce qu'il y a des policiers sur le terrain qui laissent passer. Par paresse, par négligence, par intérêt, comme vous voulez. Et une fois qu'on laisse ces petites choses-là passer, eh bien, la mauvaise habitude s'installe. Oui. Moi, j'ai vu un truc simple. Un gars qui se gare dans le mauvais sens du trottoir. Je vois un policier qui passe, eh bien, il ne voit pas. Il ne voit pas. Alors que moi, j'ai toujours su qu'un policier qui est en uniforme, eh bien, il est un policier. Et il aurait suffi que ce policier-là fasse son travail là, verbalise ce gars-là, il réfléchit, croyez-moi, il réfléchirait à 2 fois avant de faire ça. Regardons par exemple comment ça s'appelle, l'excès de vitesse, etc. D'accord? Mais au fond, là aussi, j'ai comme l'impression qu'on n'use pas assez de pédagogie. Vous savez, je suis peut-être naïf. Je suis peut-être naïf. Mais on a pris un expert rayonné qui est venu, depuis 3 ans, il est en train de lutter pour faire tout cela. Mais aussi longtemps que vous n'allez pas appliquer les lois, ou bien les gens sauront que la loi ne va pas être appliquée. Mais ils ne vont pas se casser la tête. Regardez ce qui s'est passé avec le permis à points. Vous croyez que c'est une coïncidence que le gouvernement soit venu avec la décision de se défaire du permis à points? C'était une promesse électorale. Qu'importe. Vous croyez que c'est une coïncidence? Ou bien tout simplement, c'était l'intérêt d'un petit groupe de nantis contre l'intérêt général des Mauriciens, l'intérêt supérieur des Mauriciens. Alors on retourne au premier thème. Là. Voilà. Écoutez, c'est simple. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui dise, moi, 500 roupies à l'époque où l'amende était 500 roupies. Moi, je suis pressé, 500 roupies, je paye, fini. Mais qu'est-ce qui se passait avec le permis à points? Que vous soyez friqué ou pas, eh bien, quand vous accumulez des infractions, arrive un moment où votre permis est sauté. Mais c'est la plus grande sanction. Sans avoir à passer par les... Sans avoir fait quoi que ce soit, automatiquement cela arrivait. Et vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui, justement parce qu'ils sont contre ça et qui ont des moyens, qui n'ont pas fait pression pour que cela saute? Et puis aujourd'hui, même le Premier ministre se dit étonné qu'il y a tant de morts sur les routes et il incombe cela à quoi? L'insouciance, Excusez-moi mon ami. Ben, le Mauricien, quand dans l'ensemble, il sent qu'il va échapper à la sanction, ou bien qu'il n'y a pas d'application de la loi, etc., eh bien, il va continuer. J'avais entendu un policier responsable de la sécurité dire, ben, vous savez, c'est simple. Tant que les pénalités ne vont pas être à la hauteur, eh bien, les gens vont continuer à... Il a raison. Il a raison. Il a raison. Moi, je ne crois pas dans la sincérité des autorités à vraiment lutter contre le banditisme routier si on ne réintroduit pas le permis à points. Donc ma question était sur les journalistes. Est-ce que vous jonglez très bien avec les thèmes? Ça, chapeau, Patrick. Maintenant, on parlait de Facebook, maintenant il y a des sites internet. Moi-même, je suis un blog, je suis un espèce de journaliste blogueur. Est-ce que ça aussi, ça venait... C'est un genre de journalisme?
à côté où vous dites non, non, là on est dans deux sphères vraiment, mais on fait l'information. Vous êtes à côté de moi, on parle des mêmes sujets, nous rencontrons presque les mêmes personnes dans certaines occasions. Écoutez, vous savez... on parle du online news, du quick news. Oui. Écoutez, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que il y a certaines personnes qui se plaisent à exclure les autres. À exclure les autres. Par propre intérêt. Ok? Donc, vous savez, par définition, un journaliste tient un journal, tire un journal. En d'autres mots, le journal, c'est le moyen. Et avec le temps, le moyen a changé. Vous avez votre caméra. Ok? Mais si vous faites le boulot du journaliste, exactement, et le boulot du journaliste, en fin de compte, comme je viens de vous le dire, on informe, mais on élève les consciences et les connaissances. Aussi simple que ça. Si avec votre caméra, vous élevez les consciences, vous augmentez les connaissances, vous permettez aux gens d'avoir l'esprit critique, vous leur donnez les outils pour prendre les meilleures décisions, eh bien vous êtes un journaliste. Le fameux Government Information Service peut refuser de vous donner votre carte de presse, et ça c'est une ineptie inacceptable, que c'est une agence du gouvernement qui décide qui est journaliste, alors qu'il y a les patrons de presse qui, sont eux qui emploient les journalistes. Moi je dis c'est une honte, et pour les journalistes, et pour les responsables, et les patrons de presse. C'est une honte qu'ils acceptent, et les journalistes, et les patrons de presse, c'est une honte qu'ils acceptent que ce soit le gouvernement qui donne la carte de presse. Bon, on pourra rentrer dans des détails, je pourrais élaborer longuement dessus. Est-ce que les journalistes de maintenant sont plus aguerris? Maintenant, ils ont beaucoup de télé, ils Google, ils Facebook, ils WhatsApp, ou c'est... Je reviens sur ça. Fondamentalement, ce sont des outils. Auparavant, le journaliste avait à sa disposition quoi? Les archives. Il avait, mais maintenant, il a tout ça. Oui, il y a tout ça. Mais maintenant, écoutez, grâce à l'information, à l'informatique, nous avons accès à des spécialistes. Alors, auparavant, on ne savait même pas où ils étaient. Écoutez, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de parler à un cancérologue de niveau international aujourd'hui? Eh bien, vous allez sur Internet, le docteur X, le professeur X, etc. Vous lui envoyez un petit mail, il travaille je ne sais pas quel pays, etc. Vous lui dites, écoutez, voilà, vous savez, dans mon pays, nous avons un problème grave de cancer, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de notre pays, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Eh bien, quelles peut être justement les différentes causes, ou bien quelles sont les dernières avancées en matière de la lutte anti-cancer, etc. Excusez-moi. Eh bien, à travers ça, vous allez pouvoir donner un éclairage à vos lecteurs, eh bien qu'ils n'auront pas à Maurice parce que nos spécialistes n'ont pas si avancé que ça. Aussi simple que ça. Et vous aurez fait votre travail, je le redis, de journaliste, qui est d'éclairer les consciences, de rehausser les consciences, les connaissances, afin que les gens prennent les meilleures décisions. Il y a des décisions à prendre. Écoutez, et c'est ça la démocratie. Et c'est ça la démocratie. Et c'est grave quand les gens n'ont pas l'information qu'il faut pour prendre des décisions. Voyez? Donc, en démocratie, il faut que les gens aient l'esprit critique, il faut que les gens aient les éléments d'information nécessaires afin de pouvoir prendre une décision. Voilà pourquoi c'est horrible d'entendre, par exemple, les meetings, alors qu'approche une élection générale, on entend des palabres au lieu d'entendre. Regardez par exemple cette histoire de privatisation d'eau. Qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? 24/7. Mais excusez, il s'était bien gardé de dire 24/7 avec affermage, privatisation, etc. Pourquoi il n'avait pas fait dire ça avant, etc. Moi, je crois maintenant, les Mauriciens sont assez conscients de ce qui se passe. Trop de choses sont faites en leur nom après les élections. Moi, je crois maintenant, il faut pouvoir dire, contrairement à ce ministre qui avait mis une dame dehors parce qu'elle avait dit, écoutez, ce n'est pas la place pour venir parler là. Au contraire, c'est ça que les Mauriciens doivent faire maintenant. Je veux dire, quand ils partent dans des réunions privées,
eh bien, il interpelle le policier, il dit « Excusez monsieur, sorry, moi j'ai une question à vous poser, pas sûr parce que ce que un tel, votre adversaire politique a fait, n'a pas voulu faire, a voulu, etc. Non. Ben, je veux savoir ce que vous allez faire et comment vous allez faire ça. » Il faut interpeller ces gens-là. Et il faut, une fois pour toutes, que les ministres, d'ailleurs, je ne sais plus qui dit, qu'est-ce que c'est qu'un ministre? Un ministre, c'est un serviteur, n'est-ce pas? Il faut qu'ils comprennent d'abord qu'ils sont les serviteurs du peuple et qu'à ce titre, ils ont des comptes à rendre. Et qu'il faut qu'ils comprennent, moi, il n'y a rien qui m'horripile le plus que le Premier ministre, par exemple, qui vient faire une conférence, un point de presse, ils appellent ça un point de presse. Il vient dire, voilà, j'ai ça, et puis non, je ne prends pas de questions, etc. Excusez, il y a un problème grave. Un problème grave, là. Il y a un manque de respect total de la population. On attend qu'on réponde à des questions. Et ceux à même de pouvoir poser ces questions-là, c'est justement le Premier ministre ou bien les ministres en question. Donc, comment se fait-il qu'ils disent non, je ne peux pas répondre, etc. Alors moi je crois que c'est grave, c'est trop important. Alors moi je crois qu'il faut petit à petit que la population s'informe, s'organise, etc. pour faire comprendre à nos politiciens qu'ils ont des comptes à rendre. Et rendre des comptes, cela ne veut pas dire simplement répondre à des questions, n'est-ce pas? Mais pire que ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est aller au-delà de ça, non seulement répondre à des questions, mais justifier ce qu'ils font avec notre argent, avec tout. Ça dépend de la formation. La formation, la pédagogie me permet d'aller un peu sur le Mediatrust. Est-ce que la formation des jeunes journalistes, des journalistes actuels, comme ça se fait, ça vous interpelle? Moi, j'ai été formé CFPJ, j'ai eu l'occasion d'avoir certains cours dans l'audiovisuel. Je suis heureux, mais est-ce que vous voyez que les personnes que votre patron a envoyées là-bas, ils se sont améliorés? Est-ce que ces journalistes que vous avez eu les noms, qui sont partis avec le CFPJ et le Mediatrust, dans diverses formations, le journalisme mauricien, ces journalistes se sont améliorés? Vous savez, il y a quelque chose qui m'amuse profondément. C'est que tout le monde, on a été jeune. Tout le monde, on a été curieux, fougueux. Tout le monde, on a été enclin à embrasser des carrières, etc. Très bien. Mais maintenant, arrive un moment, on prend l'âge, hein, on devient mature, hein, comme on dit, etc. Et là, tout d'un coup, on remarque qu'il y a des jeunes. Et on remarque que les jeunes ne sont jamais bons. Ne sont jamais bons. D'accord? Votre question présuppose que les journalistes aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, n'ont pas de moralité, n'ont pas de compétences. J'ai pas dit cela. J'ai pas dit cela. Hein? Mais c'est ce qu'on reproche aux jeunes aujourd'hui. On leur reproche de ne pas avoir de formation, ou d'avoir de mauvaises formations, de ne pas avoir d'éthique, de ne pas avoir, etc. Tout simplement parce que nous sommes de l'autre côté aujourd'hui. Nous ne sommes plus jeunes. D'accord? Nous oublions que quand nous étions jeunes, c'est exactement ce que nous reprochait aussi. Ok? Nous oublions cela. Et nous oublions aussi que malheureusement, chaque jeune vit avec son temps. Peut-être avons-nous ce regard négatif sur les jeunes parce que nous ne discutons pas assez avec eux, aussi simple que ça. Nous ne prenons pas la peine de les écouter. Nous ne prenons pas la peine de voir de connaître leurs besoins, leurs aspirations, de ce qu'ils veulent. Alors nous avons l'impression, puisqu'ils ne sont plus de notre monde, eh bien, ils sont incompétents, ils sont amoraux, immoraux, ils sont, je ne sais plus quoi encore. Moi, tout le temps, je dis attention, attention. Moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que tout cela ne sert de prétexte que pour mieux les exploiter. Et on le voit cela dans les salles de rédaction. On se sert de ces prétextes alors qu'ils sortent de l'université, qu'ils sortent d'une formation, etc. Eh bien, on se sert de ça pour les exploiter, pour les payer moins.
pour leur faire travailler plus, sans aucun respect pour leur personnalité, de ce qu'ils leur apportent, ben, écoutez, nous avons, le problème ne se situe pas au niveau des jeunes, le problème se situe au niveau de la formation de ceux qui les recrutent. Est-ce qu'ils ont, eux, eu une formation de leaders qui aident, qui guident, qui leur donnent l'occasion vraiment de monter? Ou bien tout simplement, on est à l'affût, n'est-ce pas, pour les brimer, etc. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai vu, moi. J'ai vu des jeunes autour de moi, remplis d'enthousiasme, qui comprennent le métier, qui font le métier, avec tout ce qu'il y a, en règle avec tout ce qu'il y a, mais malheureusement, eh bien, on les traite comme des moins que rien. Pas étonnant que vous allez voir le nombre de jeunes qui par enthousiasme embrassent ce métier de journaliste et le nombre de jeunes qui, dégoûtés, vont faire autre chose ailleurs. C'est pas parce qu'ils sont incompétents. Comme on dit, quand on quitte un métier, on part. On ne quitte pas le métier, on quitte le responsable. Donc c'est le syndicaliste qui parle là? Vous avez formé un syndicat, j'ai été membre, l'ICEP. C'est le cas du journaliste qui vient de parler là? Écoutez, qu'est-ce qu'un syndicaliste, si ce n'est que structurellement ou bien légalement parlant, c'est une personne qui est reconnue dans une structure comme défendant des travailleurs, etc. Mais dans ce sens-là, nous devrions tous être des syndicalistes. Okay? C'est-à-dire que si nous n'aimons pas l'injustice, si nous n'aimons pas l'injustice, si nous n'aimons pas la pauvreté, nous sommes tous des syndicalistes. Hein, regardez, on est en train de prendre nos plages, etc. C'est pas juste. Hein? Regardez par exemple quand on luttait pour les femmes cleaneuses, etc. Mais on est tous dans ce sens-là, on est tous des syndicalistes. Donc moi, je ne viens pas parler comme syndicaliste ou bien comme pas syndicaliste, je parle comme un journaliste qui est conscient des enjeux de notre société. Donc ça, ce sont des enjeux encore de notre société. Que le syndicat n'est pas marché. Quand on voit l'année dernière, on avait une grande annonce de CTSP, notre ami Réal Chetou. Un an après, on est dans la même. On a l'impression que votre combat et leur combat, c'est presque la même. C'est la même chose. La résultante est presque la même. Il y a très peu de syndicats. Les gens ne réalisent pas quelque chose de très simple. Un syndicat, ce n'est pas une personne. Un syndicat, ce n'est pas une personne. Un syndicat, c'est une communauté. C'est une communauté. Hein, c'est une communauté. Un syndicat, c'est une communauté. Eh bien, c'est pas une personne, ça ne peut pas être une personne. Hein? Donc ça ne peut pas être une personne. Donc je crois qu'il faut que les gens comprennent ça. D'accord? Donc cela ne peut pas marcher parce que la grosse majorité, les gens ne suivent pas. Et les gens ne suivent pas, pourquoi? À cause des pressions. À cause des pressions. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Les journalistes ont peur, alors qu'ils sont. C'est quelque chose qu'ils ne doivent pas avoir dans leur trip, ça, avoir la peur. Parce que parfois, on va contrer les puissants, plus puissants qu'un syndicat, que son patron. On risque beaucoup, on risque la prison, on risque beaucoup de choses. Oui. Mais on peut mourir sur le terrain, on peut être assassiné. Il y a des journalistes, bon, aujourd'hui, c'est par hasard, nous parlons, c'est le jour international du journaliste et des jours. On voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tuées au nom de la liberté d'expression, de la défense des droits humains et d'autres. Croyez-moi. C'est beaucoup plus facile de faire face à un ministre, un premier ministre, ce que vous voulez en tant que journaliste, que d'avoir à faire face parfois à des patrons où vous savez, vous risquez votre place. Aussi simple que ça. Un journaliste, malheureusement, dans le contexte mauricien, je parle, il est un employé. Un employé d'abord. Et comme dit la Fédération internationale des journalistes, il ne peut pas y avoir de liberté de la presse quand des journalistes vivent dans des conditions de misère, de peur et de corruption. Or, à Maurice, posez-vous des questions. Est-ce que nous avons des journalistes qui vivent dans des conditions de misère?
Qu'est-ce que cela veut dire vivre dans les conditions de misère quand vous êtes un journaliste? De peur. Qu'est-ce que cela implique, avoir peur quand vous êtes un journaliste, etc. Ouais. Donc je ne vais pas entrer dans les détails là, d'accord? Mais si aujourd'hui, vous voyez des journalistes qui ont peur d'entrer dans les... Vous savez pourquoi? Donc vous avez été professeur. Dernière question. Vous avez été professeur, vous avez été journaliste, là vous faites quoi maintenant? Eh bien, la troisième carrière, quoi. Oui, ma troisième carrière, je suis à la disposition de tous ceux, n'est-ce pas, qui veulent comprendre le métier, justement, qui veulent organiser des trucs par rapport à la presse, etc., etc. Donc voilà, c'est ça un petit peu que je fais. Vous faites de la com maintenant? Non, c'est pas de la com, tout simplement. J'organise des conférences de presse pour des gens, tout simplement. Mais c'est un peu de la com, ça. Oui, qu'importe, mais c'est quelque chose qu'on fait. Ouais. Patrick Yvon, merci beaucoup. De rien, moi. Bonne nouvelle carrière alors. Merci beaucoup. Merci.